On accueille Benjamin Pajot, professeur Pajot, qui est professeur à l'École de kinésiologie et des sciences de l'activité physique à l'Université de Montréal et chercheur au Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. C'est long. C'est long quand même, hein? Tu vois, j'ai pas osé, je vais ma feuille comme il faut. L'objectif principal de son programme de recherche est de comprendre les mécanismes neurophysiologiques sous-jacents de la perception de l'effort afin d'améliorer la santé et la performance. Il s'intéresse notamment à l'interaction entre la fatigue ou la diminution de force, hein, ça dépend, la fatigue, la douleur, l'effort et la performance. Alors, je vous laisse entre les bonnes mains de Benjamin. Merci d'être ici, Benjamin. Merci pour l'invitation, Guillaume et Léonard, et pour l'organisation de la conférence le centre. C'est super sympa de l'accueil. Benjamin, ça se passe très bien et on peut se tutoyer pour les questions. Je vais essayer d'écourter un peu et qu'on garde un temps d'échange. Ça vaut mieux qu'on commence à trop parler. Par contre, si jamais vous avez des questions et qu'on n'a pas le temps, je suis disponible après, donc n'hésitez pas. Alors, on va parler d'interaction entre effort, fatigue, douleur. Vous avez compris que mon expérience principale est sur l'effort, donc le titre il est aguicheur dans le sens où je vous parle de fatigue et de douleur, mais on va se centrer sur l'effort et vous allez voir pourquoi directement par la suite. Donc c'est une fausse alerte sur le focus principal sur la fatigue et la douleur, même si ça sera le cas. Donc en fait, dans la vie de tous les jours, tout le monde, on a fait ou on fera tous référence, on en fera tous face à la fatigue et ou la douleur. Des exemples tout bêtes, la difficulté à rester éveillé après une nuit difficile, la difficulté à travailler après une longue journée de travail, une difficulté à rester concentré après un exercice physique intense et de longue durée, une difficulté à se déplacer lorsqu'on a mal au dos, une difficulté à changer sa locomotion. Si vous êtes, je ne sais pas s'il y a des basketteurs ici ou des sports avec saut et pivot, si vous avez fait une entorse, vous allez continuer de marcher, tout faire pareil, maintenir votre performance, mais vous allez être obligé d'être concentré pour marcher différemment et diminuer la douleur. En fait, ça fait que ça rend les choses plus difficiles. Les personnes âgées qui ont leur capacité qui diminue avec l'âge et le processus de vieillissement, en fait, indépendamment des pathologies, les capacités cognitives et physiques diminuent. Donc, du coup, les capacités fonctionnelles diminuent. Donc, du coup, pour maintenir la performance, je suis français, je dis beaucoup du coup. Vous n'inquiétez pas. On a tous des biais comme ça, dans le fond. Dans la vie de tous les jours, pour maintenir ses performances, aller attraper le bus, monter les escaliers, en fait, ça va demander plus d'efforts, c'est plus difficile. Et les patients qui souffrent de fatigue, de douleur, on sait qu'ils reportent une vie plus difficile, quotidienne plus difficile. Et en fait, le facteur commun, c'est que quand les choses sont plus difficiles, ça nous demande plus d'efforts pour les réaliser, plus d'engagement dans la tâche pour les réaliser. Et il est là le lien entre fatigue, douleur et effort. Et pourquoi, je vous donne, vous pouvez y aller, bonne journée, je vous ai donné la conclusion de ma présentation. Pourquoi les choses sont plus difficiles en présence de fatigue et de douleur? Parce que ça demande plus d'efforts. Donc en fait, dans la présentation, on va s'intéresser à ce qu'est la perception de l'effort, le lien avec le mouvement volontaire et son rôle dans la régulation du comportement. On va aussi définir ce qu'est l'effort et la perception, comme on le mesure, et on va aller brièvement sur la neurophysiologie, mais on va se rendre compte rapidement qu'en fait, l'effort est peut-être la seule perception qui est présente quand on est engagé dans le domaine physique et cognitif. C'est-à-dire que si vous faites un exercice physique ou cognitif, vous percevez de l'effort. Même s'il est minimal, si vous faites quelque chose de volontaire, vous êtes capable de quantifier votre effort. On va voir le lien avec l'intérêt clinique, donc il y en a. Ça reste fondamental, donc on va être sur une approche fondamentale. Mais on va faire le pont avec la douleur et la fatigue et proposer des interactions, puis on a le temps de proposer quelques perspectives. On va commencer avec le mouvement volontaire. L'effort, on va le voir dans la définition, est associé au mouvement volontaire. Un exemple tout bête, si vous êtes là, vous pouvez percevoir de l'effort qu'on comprend, surtout si votre langue principale n'est pas le français, parce que vous êtes engagé à écouter. Si vous vous désengagez, vous ne m'écoutez plus, vous n'allez pas percevoir d'effort. Là, vous êtes assis, si je vous demande d'effort pour marcher, vous allez me dire 0, je ne marche pas. Donc, c'est lié avec l'engagement dans une tâche. Donc, si je veux aller marcher, courir, faire du vélo, je vais prendre la décision de réaliser un mouvement. Il y a je vais élaborer ce qu'on appelle une commande centrale, une commande motrice, qui va être transférée jusqu'aux aires motrices. C'est simplifié, il y a aussi d'autres voies, mais c'est la voie principale qu'on investit. Il va finaliser la commande motrice, le transférer avec la moelle épinière qui va atteindre les muscles, et ça va générer une contraction et un mouvement. Donc, lorsqu'on réalise de l'activité physique, lorsqu'on bouge, lorsqu'on réalise un mouvement, il y a une combinaison de signaux afférents et efférents. J'ai toujours eu du mal jusqu'à la dernière année de thèse avec afférents et efférents. Moi, il y a un mémo technique pour les étudiants. Afférent qui arrive au référentiel, efférent qui est envoyé du référentiel. Le A et le E, il sert à ça. C'est un bon moyen. Et donc, on va percevoir
accumulation de différentes sensations. On va percevoir la force générée par nos muscles. On va percevoir la position de nos membres, ça c'est lié à la proprioception. La douleur, si elle est présente, elle peut être articulaire, elle peut être musculaire. Et aussi l'effort, l'intensité de notre engagement dans l'engagement. Pourquoi on s'intéresse à la perception de l'effort? Déjà, ce n'est pas le meilleur argument scientifique, mais c'est parce que c'est peu compris. Ce n'est pas parce qu'une chose est peu comprise qu'il faut s'y intéresser, mais vous allez voir qu'il y a des choses intéressantes avec l'effort. Mais il est peu compris, l'effort, à cause des définitions qui sont vraiment fluctuantes en fonction des disciplines. C'est dur de trouver un cadre théorique qui permet de soupler, faire le pont entre les différentes disciplines. On sait, dans les domaines des sciences du mouvement, ça peut être encore plus large, c'est qu'on sait qu'il y a une interaction avec la douleur et la fatigue, et ça, c'est aussi lié avec les sciences cognitives. On sait que si on fait un exercice cognitif ou physique en présence de fatigue, ça va nous demander plus d'efforts pour maintenir notre performance. C'est des choses qui sont acquises. On le sait très bien, mais que maintenant, il faut qu'on va aller voir les mécanismes qu'il y a derrière. D'un point de vue exercice, on sait que la perception d'effort, elle va avoir un lieu avec elle va être liée à la régulation de la performance. Je vais m'arrêter quand je perçois mon effort comme étant trop intense, sinon je vais continuer. Il y a un consensus dans les domaines du science du sport sur le rôle de la perception de l'effort, moins sur son origine neurophysiologique. C'est utilisé en entraînement et en rééducation. Vous pouvez quantifier l'intensité d'un exercice en demandant à la personne de reporter son effort là-dessus. Vous pouvez utiliser aussi des échelles de perception de l'effort pour prescrire, pour une intensité faible, pour une intensité légère, etc. C'est lié à la locomotion. Naturellement, on nous a tous appris, on minimise le coût énergétique de nos mouvements. L'étude de 93, qui a été reproduite plusieurs fois, ils ont mis des gens sur un tapis roulant, ils les ont fait marcher, ils ont augmenté la vitesse, puis ils ont regardé le moment du passage de marcher à courir, puis ils ont fait le sens inverse, courir à marcher. Les gens commencent à courir ou à marcher. La transition dans le mode de locomotion ne se fait pas au moindre coût énergétique. Mais lorsqu'on prend aussi la perception de l'effort, il y a un équivalent entre les deux, il se fait à moindre perception de l'effort également. Ça a été reproduit. Ce qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on commence à courir, quand on perçoit l'exercice comme étant plus facile, mais au moment où on commence à courir, ça nous coûte plus d'énergie que quand on marche. Donc on ne minimise pas toujours le coût énergétique. C'est la même chose avec le contrôle moteur. On minimise les mouvements articulaires, le MG, la force. Dès qu'on va mettre de l'argent en jeu et des processus motivationnels, on dit qu'on peut. On ne minimise plus rien, on va aller récupérer la récompense. Et pensez aux patients, ou même vous, si vous voulez commencer à faire l'activité physique, ou si vous voulez continuer à faire, d'en faire l'adhésion. Les feignants, on n'aime pas faire les choses qu'on n'aime pas faire et qui sont trop difficiles, donc si c'est trop dur, on ne va pas les faire, donc si c'est trop intense et que ça demande trop d'efforts, on ne va pas les faire. Donc il y a tonnes de raisons de s'intéresser à l'effort, puis on peut même aller plus loin. Je ne regarde pas mon téléphone pour mes messages, mais pour l'autre. On peut même aller plus loin, penser à l'école. Les enfants qui mettent de l'effort dans leur exercice, ils peuvent mettre plus d'efforts, ils vont faire plus d'exercices. Pensez dans le monde du travail, la productivité. L'effort, on le retrouve partout. En fait. Dès qu'il y a un engagement dans une tâche, en fait, on retrouve la notion d'effort. Il y a un clavier, je peux m'en servir. Ok, donc passons aux définitions. Donc il y a plein de... C'est pas grave, t'inquiète pas. Il y a plein de définitions différentes. Si vous parlez à un ingénieur, il va vous parler de la force qui est impliquée sur le matériel. Si vous parlez avec un biomécanicien, il va vous parler du coût, du nombre. Si vous parlez avec un psycho, il va vous dire l'engagement de ressources cognitives. Si vous parlez avec quelqu'un en sciences du sport, il va vous dire un niveau de sensation à l'exercice. Il y a plein de définitions différentes de l'effort dans la littérature et selon les domaines. Donc moi, ce qui m'intéresse, en fait, avec la recherche multidisciplinaire, c'est de pouvoir réussir à faire communiquer les différentes disciplines entre elles. Puis aussi, j'aime bien la recherche appliquée, donc j'aime bien que ça soit applicable aux participants qui viennent au laboratoire. Donc comme avec la fatigue, où il y a plein de définitions, du coup, le dictionnaire, il est accessible à tout le monde, et c'est intéressant d'aller le voir dans le dictionnaire. Et dans le dictionnaire, en fait, on parle de mobilisation volontaire de force physique ou intellectuelle, morale, en vue de résister ou de vaincre une résistance. Version courte, en fait, l'effort comme... Nous, on l'entend et on l'investigue, et qui permet de faire un pont entre les différentes disciplines, c'est de s'intéresser à l'effort comme l'intensité de ton engagement dans une tâche. Et en fait, l'intensité de ton engagement dans une tâche, tu peux l'utiliser dans le domaine physique et dans le domaine cognitif. Nous, on va principalement s'intéresser au domaine physique. 3 exemples différents. Les personnes qui sont sur l'escalier automatique, s'ils ne bougent pas et qu'on leur demande d'effort pour monter au premier étage, ils vont nous dire aucun, c'est l'escalier qui me fait monter. Par contre, si tu leur demandes d'effort pour rester équilibré, rester stable, s'ils ne sont pas très stables, ils vont peut-être te dire un petit effort. Par contre, s'ils utilisent des marches, ils vont te donner un effort pour monter. Donc, ça montre bien l'intensité dans la tâche que tu fais, l'engagement dans la tâche que tu fais. La personne au milieu, elle va commencer à percevoir un effort quand elle va pédaler, pas avant. Par contre, elle peut peut-être percevoir un effort s'il ne parle pas la même langue et qu'elle doit comprendre ce qu'elle dit. Donc, il y a une relation avec la tâche qui est importante. Dans le sport, c'est évident.
De quoi je vous parle quand je vous parle d'effort? Je vous parle de la sensation de travail associée à une action volontaire. La même sensation que vous partagez quand vous montez les escaliers, quand vous faites un sudoku et que vous montez en difficulté et que ça devient de plus en plus dur, quand je commence à parler trop vite parce que je suis en retard et qu'il faut se concentrer sur ce que je dis. Toutes ces choses-là, c'est ce sentiment d'engagement dans la tâche. Et plus c'est difficile, plus on va se sentir engagé. C'est cette impression de dépenser de l'énergie. Ça ne veut pas dire qu'on mesure la dépense énergétique, mais c'est l'aspect phénoménologie du phénomène. Et ça, c'est crucial dans le jugement de nos actions. Quelques exemples. Calcul coût-bénéfice. Je vais faire quelque chose que si je vois une récompense suffisante pour le faire. Je suis fatigué, j'ai fait une soirée étudiante, le lendemain je suis fatigué, je suis sur mon canapé, j'ai soif, mais je n'ai pas suffisamment soif par rapport à mon niveau de fatigue pour aller au frigidaire prendre de l'eau. 2 heures après, ça va être beaucoup plus difficile, je vais avoir très soif. Donc là, je vais voir un bénéfice de faire le même effort et d'aller au frigo prendre ma bouteille d'eau. C'est le rapport coût-bénéfice. On va prendre d'autres exemples, mais je vois qu'il y a beaucoup d'étudiants, donc j'ai pris cet exemple. C'était une grosse soirée. C'était une grosse soirée. C'est aussi super important dans ce qu'on appelle la gentilité, le fait d'être en contrôle de ses actions. Par exemple, en crise de schizophrénie, il y a des déficits de perception d'effort. Les gens n'ont pas l'impression qu'ils réalisent leur mouvement et ils ne sont pas capables de coder l'effort. Donc l'effort, en fait, il est lié aussi avec le mouvement volontaire, la position, etc. C'est-à-dire, c'est une information qui nous donne qu'on est en contrôle du mouvement. Par exemple, si je fais un mouvement volontaire, je sais que c'est moi qui ai fait bouger ma main et mon bras, parce que j'ai une commande motrice notamment. Donc c'est vraiment lié à l'engagement de volontaire dans une tâche. Donc de quoi on parle quand on parle d'effort? On parle d'engagement volontaire de ressources physiques et cognitives pour réaliser ou tenter de réaliser une tâche. Ça va être provocateur, parce que le mouvement il est vraiment moteur, il est intentionnel. Si je veux aller ouvrir la porte, est-ce que je vais là-bas pour un but moteur ou pour le but d'ouvrir la porte pour interagir avec l'environnement? Donc en fait, toute décision que je fais d'aller bouger résulte de la cognition-action en fait. Donc on peut vraiment se poser la question, je ne parle pas d'une activité réflexe, je parle d'un mouvement volontaire, est-ce que c'est cognitif, moteur ou les deux? Probablement les deux, et la dominance cognitive elle est importante parce que si je n'atteins pas mon but, je vais ajuster mon mouvement. Et quand on parle de perception d'effort, on parle de la sensation consciente de l'intensité de cet engagement dans la tâche, on ne dit pas comme ça aux participants, vous allez voir, en fait ça reflète la quantité de ressources cognitives et physiques qu'on investit dans la tâche. Et la notion de tâche, elle est importante, ce n'est pas le même effort si je veux soulever un piano, faire un sudoku ou aller courir un marathon. Du coup, on peut mettre un effort maximal en percevant d'autres sensations qui ne sont pas de l'effort. Attention aux facteurs confondants. Souvent, en sciences du sport, particulièrement, on en parlait ce matin avec le labo à Eleonore, il y a souvent des overlaps entre les construits. Si je pince ton bras, tu vas avoir mal, tu vas percevoir de la douleur, mais tu ne vas pas percevoir d'effort pour contrôler ton bras. Si tu es assis sur une selle de vélo d'un cycliste professionnel, tu vas percevoir de l'inconfort au niveau de ton postérieur, mais tu ne vas pas... C'est correct, c'est gentil. C'est vraiment gentil, c'était pas nécessaire, mais c'est bien. Merci. Tu vas percevoir de l'inconfort sur la selle, mais pas d'effort pour pédaler parce que tu fais rien. Il y a toujours cette notion de tâche. Puis l'effort, c'est pas la fatigue, je voulais illustrer tout à l'heure. Donc c'est vraiment important d'être clair dans les instructions et de prendre le temps de familiariser les gens avec, on voudrait ta notion, on voudrait ton intensité, ton engagement dans la tâche. Tu dis à quel point tu es engagé dans la tâche, et non pas si tu as mal aux jambes, si tu as des difficultés à respirer, etc. Donc les instructions doivent être explicites. Je ne vais pas aller dans les détails, mais en sciences du sport, il y a 2 façons d'aller investiguer l'effort, ce qui fait que du coup, il peut y avoir des facteurs confondants. Donc nous, on s'intéresse à la perception de combien l'exercice est perçu comme dur, difficile et éprouvant. On a enlevé les aspects de pénibilité, éprouvant parce que c'est difficile. On a enlevé les aspects de pénibilité, inconfort, parce que ça, c'est lié à d'autres sensations qui peuvent interagir avec l'effort. Il est en période d'excitation. Ça se mesure facilement sur le terrain. En sciences du sport, on peut le mesurer avec des échelles visuelles analogiques, différents outils. Mais en sciences du sport, l'avantage, c'est qu'on peut l'utiliser pendant la tâche. Et pendant la tâche, en fait, c'est reporter une intensité d'une perception en lien avec les descripteurs verbaux que vous avez ici. Et ils situent, en fait, et vont reporter leur perception par rapport à ça. Et les questions qu'on leur pose, et comme on leur explique, c'est durant l'exercice physique qu'on a réalisé, la perception de l'effort dépend principalement des sensations de difficulté à utiliser ou contrôler vos jambes et bras et à respirer pendant l'exercice. Et après, on rajoute, ne prenez pas en compte la douleur dans votre quantification. Si vous avez mal aux jambes, par exemple, et que vous ne faites pas d'exercice, vous ne percevez pas d'effort. Ce qui n'empêche pas que l'effort peut augmenter à cause de la douleur. Mais si on ne fait pas dissocier aux jambes, en fait, on ne peut pas aller investiguer l'interaction entre les deux phénomènes. Et les deux interagissent. Et ça, c'est utilisé avec des exercices locomoteurs. On a montré au labo, c'est avec différentes études, et une qu'on va soumettre encore là, où on peut manipuler sur des tâches psychomotrices, donc par exemple le box and block test, ou des tâches de pointage qui sont très utilisées en psycho-neuro. Tu peux prescrire l'exercice avec l'échelle, donc tu vas toucher plus de blow-out, tu vas toucher plus de cibles, tu vas bouger plus de
de cubes, etc. Puis si tu couples avec des tâches cognitives pour imposer quel site toucher ou quel bloc bouger avec une tâche de Stroop, par exemple, tu fais du Stroop congruent versus incongruent. En fait, tu te rends compte que quand tu manipules le domaine cognitif de la tâche, tu interagis avec l'effort perçu. Donc, il y a une interaction entre les domaines cognitifs et moteurs. Ce qui est hyper intéressant si on pense aux personnes âgées. Avec les cognitifs qui diminuent, tu peux coupler sur l'exercice. On pense, il y a plein d'exemples. Des patients stroke, tu peux avoir des déficits cognitifs ainsi que des déficits moteurs. En fait, tu peux travailler les deux. Donc, la perception de l'effort, sa neurophysiologie, comme toute perception, en fait, elle résulte du traitement neuronal de signal sensoriel, un ou plusieurs, qui arrive au niveau du cerveau et qui génère une perception, une sensation consciente. Dans la littérature sur la perception de l'effort, dans la littérature sur la perception, j'ai le même problème avec le lien, pas de souci. Dans la littérature sur la perception d'effort dans le domaine physique, il y a un débat sur est-ce que c'est le retour sensoriel ou la décharge corollaire, je vais revenir sur la décharge corollaire, qui sont le signal sensoriel générant la perception de l'effort. Je m'excuse, je vais donner un tout petit exemple sur les cours de neuro et perception du mouvement qui sont liés avec ça. Pour percevoir un mouvement, on sait qu'il y a une copie de ma commande motrice, la décharge corollaire, qui va être interprétée par mon cerveau. Par exemple, si je vais aller prendre la bouteille avec la licorne d'Éléonore, je sais que j'ai raté la bouteille avec la licorne d'Éléonore parce que j'ai pas eu le retour afférent. J'ai pas eu le retour afférent. J'ai eu la périphérie qui m'a donné l'information que tu as bien touché une bouteille en plastique. Donc, je vais corriger mon mouvement. J'ai une comparaison pour savoir que j'ai réalisé mon mouvement, pour savoir si j'ai bien intégré ma cible entre le signal qui est envoyé et qui est reçu. Si j'élimine le signal afférent, indépendamment de la commande motrice comme un signal sensoriel, j'exclus les modèles comparateurs. Je m'explique. Si je mets un vibrateur sur votre poignet, je ne sais jamais si dans ce sens-là ou dans ce sens-là, peu importe, et que je vous demande de fermer les yeux, vous allez avoir une illusion du mouvement avec votre poignet, il fait ça, je crois. Donc, vous ne voulez pas si ça va de l'autre côté, je n'ai pas vérifié en détail. Bon. Fermez les yeux, on met un phénomène de vibration, vous allez avoir le retour afférent, vous allez avoir l'illusion du mouvement. Parce que les afférences sont un signal sensoriel générant le mouvement. Donc, si, en l'absence de commande motrice, tu n'as pas d'illusion d'effort, tu exclus automatiquement le modèle théorique de comparaison. Juste pour en citer pas que deux modèles. Donc, comment tester ça? Alors, j'ai bien mis connaissance aujourd'hui, parce que pour être très clair, et surtout avec les étudiants, parce que nous, profs, on est censé le savoir, mais en fait, la science, elle évolue. Ce qui est vrai maintenant peut être faux dans 10 ans. Donc, moi, ce que je vous montre, c'est des connaissances à l'heure actuelle. Pas bien clair, parce que ça va forcément évoluer. Tu ne viendras pas dans 5 ans. Non, je sais, mais parce que les choses, elles évoluent, puis j'aime bien rappeler ça aussi, c'est que le but de la science, c'est de falsifier nos hypothèses pour faire avancer les modèles théoriques. Donc, le but, c'est de démontrer que ce qu'on croit est faux. C'est important, d'un point de vue philosophique. Si on reprend le début avec l'élaboration de la commande motrice, donc je veux réaliser un mouvement, j'élabore une commande centrale, on va dissocier ce qui arrive au cortex moteur et ce qui part du cortex moteur, parce que les neurones vont changer l'information et faire évoluer la commande motrice. Même chose au niveau spinal, c'est pour ça que je me rappelé qu'il y avait des neurones ici. Donc je vais établir une commande motrice qui va envoyer l'information jusqu'au muscle, qui va réaliser une contraction, je vais avoir un retour de signal afférent qui va se projeter au niveau de la moelle épinière et qui va se projeter au niveau du cerveau. Ça peut avoir des effets excitateurs ou inhibateurs selon le type de mouvement. Au même moment que j'élabore ma commande motrice, j'ai ce qu'on appelle une décharge corollaire ou une copie d'efférence. C'est une copie de la commande motrice. Et ça, on sait que ça a été démontré chez les animaux que ça existait, donc ça doit forcément exister chez nous, vu que ça existe chez les primates, les poulets, etc. C'est chez les poulets que ça a été démontré en premier. La copie de la commande motrice, elle va envoyer des informations à différents endroits du cerveau en lien avec le contenu de mon mouvement. Par exemple, si vous fermez les yeux et que vous imaginez courir, vous allez avoir une augmentation de votre fréquence cardiaque et de votre pression artérielle. Parce que vous avez une copie subliminale de la commande motrice qui est envoyée au tronc cérébral qui va mettre en action le système cardio-respiratoire. Je vais être capable d'anticiper si j'ai touché la licorne ou pas sur la bouteille d'Éléonore, parce que j'ai une information sur le mouvement et les attentes du mouvement. Donc la théorie, elle dit que soit les afférences qui sont projetées dans le cerveau génèrent la perception de l'effort, soit la décharge corollaire, soit l'intégration des deux. Mais je vous ai expliqué qu'on pouvait juste classer des modèles pour récupérer. À l'heure actuelle, il y a un accord sur le fait que la décharge corollaire est le signal sensoriel générant la perception de l'effort. Les données dans la littérature, et c'est discuté dans ce papier-là, c'est une méta-analyse où on teste, pas nous, mais il y a des gens qui testent d'enlever des afférences et de voir l'effet sur la perception de l'effort. Les évidences dans la littérature suggèrent que le signal sensoriel qui génère la perception d'effort, donc lorsque je stimule les afférences,
Je ne perçois pas d'effort, je perçois d'autres sensations. La douleur, la tension musculaire, la force, la position. Donc à l'heure actuelle, il semblerait que les retours sensoriels interagissent avec la perception d'effort, non pas en générant la sensation d'effort, mais en allant altérer et moduler le signal sensoriel de la perception d'effort, qui serait la commande motrice, qui est d'ailleurs un signal interne, parce qu'il n'y a pas de la périphérie. Et ça, si j'ai moins de force, je dois augmenter ma commande motrice pour récupérer plus de fibres musculaires. Donc, si vous allez voir, ça interagit. Ce que je vous présente, à aucun moment je dis que les afférences, elles ne servent à rien. J'ai été formé dans un lab de contrôle moteur. Pour moi, c'est inconcevable que les afférences, elles ne servent à rien. Ce que je dis, c'est que les afférences, elles ne génèrent pas d'illusion d'effort quand il n'y a pas de commande motrice. Ça va en lien avec la théorie sur le fait de l'engagement dans une tâche également. Parce que si je stimule mes muscles électriquement et que je suis au repos, je peux produire la même force, par exemple 10% de ma force maximale, que si je le fais volontairement. Pour la même force produite, si je n'ai pas de commande motrice, je ne perçois pas d'effort. Mais je perçois de la force, de la douleur, de la tension musculaire, etc. Mais je ne vais pas percevoir d'effort pour réaliser la tâche. À même force produite, je vais percevoir un effort si j'ai une commande volontaire. Donc pourquoi la perception d'effort elle est intéressante en sciences du sport? En fait, parce qu'elle reflète la commande motrice, parce que les altérations à la périphérie des capacités du muscle, des muscles, incluant les muscles respiratoires, en fait, il y a des activités réflexes qui donnent des informations qui les régulent, mais tout ça, ça va aller à son tour réguler la commande motrice. Donc, quand on reste engagé dans la tâche, la perception d'effort, elle reflèterait l'intensité de la commande motrice. La limite de ce modèle sur lequel on travaille pour faire évoluer, c'est qu'il est confiné dans le moteur. Il y a un truc super intéressant, c'est que les commandes motrices, il y a pas mal de théories qui disent que ça contient aussi des informations cognitives. Donc, on peut faire le point assez facilement, puis vous allez voir que l'aire principale associée à l'élaboration de la commande motrice est une aire aussi à dominance cognitive, probablement. Donc, concernant le... Je suis dans les temps. Concernant à quel endroit a lieu les processus neuronaux associés à l'élaboration de la commande motrice, il faut aller avant M1. Pourquoi il faut aller avant M1? Est-ce que quelqu'un parmi vous a déjà fait de la stimulation magnétique transcrânienne? J'imagine que oui. Est-ce que vous êtes appelé, vous ou quelqu'un d'autre, à générer une contraction musculaire d'un de vos doigts ou de vos bras avec une stimulation magnétique de M1? Oui, est-ce que vous percevez un effort pour que la contraction se fasse? Non. Donc, si vous stimulez M1, que vous générez une contraction et que vous ne percevez pas d'effort, c'est que ce n'est pas M1 à l'origine de la perception de l'effort. Il faut remonter avant ça. Dans les aires cérébrales, d'ailleurs, vous avez déjà fait de la TMS pendant une contraction? Le MG, il est coupé, il y a la période de silence cortical, on est d'accord. Le corticospinal, on peut débattre, mais ce n'est pas le but de la conversation là. Pendant que vous produisez plus de force et que vos forces, elles s'écroulent parce qu'il y a une période de silence, vous continuez de percevoir l'effort. L'effort, il ne s'arrête pas de manière transiente. C'est parce que vous maintenez une commande motrice qui est bloquée au niveau de la moelle épinière et du cerveau. Donc, ça montre bien que même si ta force, elle diminue, tu perçois quand même un effort parce que tu es encore engagé dans ta tâche, malgré le fait que ta force, elle fait comme ça, par exemple. Donc, en fait, il y a des aires qui ont été identifiées dans la littérature, comme l'aire motrice supplémentaire, le cortex cingulaire antérieur, c'est un endroit assez magique, on va en parler, et l'insula. Comme on sait qu'il y a un lien avec la commande motrice, comme on sait qu'il y a un lien avec l'engagement dans la tâche, c'est intéressant d'aller essayer de trouver elle est où l'origine de la commande motrice. Ce papier, il est assez incroyable. Ils ont stimulé plusieurs parties du cortex cingulaire antérieur, puis ils ont montré qu'à certaines aires du cortex cingulaire antérieur, lorsque tu stimulais ces aires-là, tu avais une augmentation de la fréquence cardiaque, de la fréquence respiratoire. En fait, tu élicitais les mêmes réponses physiologiques que lorsque tu t'engageais dans une tâche. On sait aussi que le cortex cingulaire, il est un endroit qui a un rapport avec la valeur de l'effort, notamment, ce qu'on décide de le faire ou pas. L'ACC, il a un rôle, on pense que là, je vous parle d'hypothèses, ce n'est pas très fermement, hein, c'est des hypothèses en lien avec l'interprétation dans la littérature, puis les premières données de l'IRM qu'on a au labo, on tombe sur ces aires-là spécifiquement aussi, donc c'est ça qui est intéressant, la SMA et l'ACC. En gros, on a créé de la douleur aux participants, on les a mis plein de fois avant l'IRM pour être sûr que ça marche, parce que l'IRM, ça coûte cher. Une fois qu'on était sûr que ça marchait, après, on les a mis dans l'IRM. Puis en fait, on a reproduit qu'en présence de douleur, ton effort il va augmenter. Donc, spoiler sur la fin de la présentation. Donc, pour maintenir ta perf en présence de douleur, ça te demande plus d'efforts. Puis il y a le SMA, puis l'ACC qui ressort aussi, c'est assez intéressant. Bref, cette étude, elle est assez incroyable. Donc là, ils ont stimulé pendant une opération certaines aires différentes de l'ACC. Allez le voir si ça vous intéresse, ce topic, c'est assez incroyable.
les personnes, on leur demande de reporter leurs sensations incitées par la stimulation. Donc, des fois, ils disent rien, rien, rien. Puis, des fois, ils sortent des trucs, genre, j'ai l'impression que je suis au début du Super Bowl, que je vais donner une pick-up, j'ai envie de faire une tâche. En fait, ils vont te rapporter plein de choses en lien avec l'effort et la motivation. C'est super intéressant. Et ce qui est aussi super intéressant, c'est cette étude-là, où en fait, dans cette étude-là, ils ont stimulé différentes aires de l'ACC que vous voyez ici. Et en fonction d'où tu stimules dans l'ACC, tu vas générer des goal-directed behavior, donc des actions orientées avec un but. On vient à la tâche, le fait d'être engagé dans une tâche, sans lien avec le système vestibulaire, les affects, l'interoception. Mais ça, c'est pas l'homunculus de Penfield où tu stimules une aire de MO, puis tu fais ça. Tu fais ça. Tu génères en stimulant à certains endroits des goal-oriented behavior, c'est-à-dire des vraies actions. C'est-à-dire l'envie de se lever, donc des synergies motrices. Tu génères le fait d'aller attraper quelque chose, le fait de manger, le fait d'aller explorer. On n'est pas en train de faire une contraction, mais des mouvements. Goal-directed behavior, le lien avec l'effort. Et ça, c'est super intéressant. Et c'est pour ça qu'on pense, en fait, et l'approche qu'on a au labo, en fait, on pense que le cortex singulaire antérieur, parce que c'est une aire qui a l'interface entre la cognition, les émotions et le moteur, serait une aire qui nous permettrait, en fait, de faire du monitoring, de l'enregistrement des ressources engagées dans la tâche physique et cognitive. Pourquoi physique et cognitive alors que c'est dans le cerveau? Parce qu'en fait, tes ressources physiques, elles sont recrutées volontairement par la présence de ta commande motrice. Donc, si ta commande motrice, elle est générée par là, il peut y avoir une copie qui est envoyée au cerveau, puis il pourrait même y avoir une copie qui reste à l'intérieur de l'ACC, puis qui vient se confronter avec les informations qui viennent du cortex préfrontal, etc. Donc, on pense que c'est pour ça, notamment, qu'il y a un lien avec la commande motrice, et puis qu'il y a un lien avec l'effort cognitif et physique. Voilà, donc là, c'est spéculatoire, bien sûr, parce que c'est des hypothèses faites sur la théorie. Donc, l'ACC semble jouer un rôle crucial, puis là, vous commencez à voir où je veux en venir. C'est une aire cérébrale qui est impliquée avec la douleur, les émotions, la fatigue et la prise de décision. Lien avec la fatigue. Fatigue, c'est comme effort. Si vous parlez à quelqu'un qui fait du cardio, il va parler de la fatigue cardiovasculaire. Tu parles à quelqu'un qui fait du moteur, fatigue motrice, fatigue neuromusculaire, fatigue des émotions, fatigue émotionnelle, fatigue au travail, fatigue zoom fatigue. En fait, il y a 36 000 définitions de fatigue. Si tu vas avec un ingénieur, il va dire la capacité du métal à résister. Même chose, du coup, je vais dans le dictionnaire. Et dans le Larousse, il parle d'un état physiologique consécutif à un effort prolongé, travail physique ou intellectuel intense, et se traduisant par une difficulté à continuer l'effort. Vous savez, il y a déjà la notion de difficulté à continuer l'effort. Ce qui me gêne, c'est que c'est incomplet parce que c'est un état psychologique, on va en reparler, puis c'est aussi, la fatigue, elle est aussi générée par la maladie. Et là, le dictionnaire Oxford, il est magique. Pour moi, c'est la meilleure définition que de la fatigue, parce qu'il va te présenter le volet subjectif de la fatigue et le volet objectif. En fait, la fatigue, si on veut l'approcher de manière intégrative, la fatigue, c'est un phénomène, c'est un processus qui se manifeste subjectivement et objectivement. Donc, tu peux très bien, dans tes études, investiguer le côté subjectif et objectif. Le côté subjectif, c'est le sentiment d'épuisement et de manque d'énergie. Tu peux simplement le prendre avec une échelle visuelle analogique, reporte comment tu te sens fatigué, prends en compte ton état d'épuisement et de manque d'énergie. Tu cotes avant, après tes exercices physiques, par exemple, c'est possible. Mais c'est aussi une diminution de l'efficacité d'un muscle ou d'un organe. Donc, ça peut se caractériser par une perte de force musculaire et une diminution de l'efficacité. Ça se caractérise aussi par un maintien de la performance à un coût plus élevé, à un coût physiologique plus élevé. Donc, plus de ressources engagées pour la même perte. Donc là, il y a le côté subjectif et objectif. La fatigue, c'est comme l'effort, on le retrouve partout, dans le monde de la santé, dans la performance sportive, dans le monde du travail. Puis, je ne vous fais pas de dessin, on n'a pas envie que le pilote d'avion soit fatigué, puis qu'il se trompe, puis qu'on finisse dans la montagne, par exemple. Donc, au niveau de la neurophysiologie, même le dessin, donc pour les signaux sensoriels, donc là, je suis très dans le domaine physique, je mets un petit peu d'impôt sur le cognitif. On pense qu'il y a un lien avec les afférences 3-4, et là, tu vois un lien avec la douleur. Le overlap entre les deux, on va en parler. Donc, il y a une seule étude qui s'est intéressée à ça qualitativement, mais quand tu stimules les 3-4, les gens vont reporter de la douleur, tension musculaire, puis il y a quelques personnes qui reportent de la fatigue également. Il y a une seule étude. Et dans le domaine cognitif, il y a un fort lien avec la CC, et récemment, il y a cette étude-là qui est super intéressante, qui montre qu'une journée longue d'exercice, travail, etc., il y a une accumulation de glutamate au niveau du cortex préfrontal latéral. Donc, qu'est-ce que la fatigue? C'est un état psychobiologique, parce qu'en fait, il y a des changements physiologiques derrière la psychologie, résultant de l'engagement prolongé dans une tâche ou d'une maladie. Ce qui fait que du coup, en fait, tu peux étudier la fatigue comme quelque chose qui est un trait, quelque chose de chronique, de persistant, créé par une maladie, puis aussi voir comment ces traits de fatigue, cet aspect chronique,
peut altérer la fatigue induite par une tâche. C'est-à-dire qu'un patient qui est déjà fatigué de base va être plus fatigable que quelqu'un qui n'est pas fatigué. Et à fatiguer. Bref, il y a un intérêt aussi à dissocier les deux. La fatigue, elle va se manifester subjectivement par une augmentation du sentiment d'épuisement et de manque d'énergie, et objectivement par une diminution des performances cognitives. Ce qui est important, c'est que le subjectif, ça compte. Même si on est très objectif, le subjectif, ça compte. Vous prenez votre soirée étudiante que vous avez faite et que vous ne vouliez pas aller au frigidaire. Vous n'avez pas suffisamment fait. Maintenant, vous devez aller en cours. Vous devez aller marcher pour prendre le bus. Vous marchez à la même vitesse que d'habitude. On ne vous demande pas de faire un marathon, vous êtes fatigué, on est d'accord que vous pouvez marcher à la même vitesse. Vous allez juste trouver que ça plus difficile et que ça demande plus d'efforts. Vous avez probablement pas d'altération physiologique, sauf si vous avez trop la fête, mais je ne vais pas aller dans les détails sur pourquoi vous avez des altérations physiologiques, mais si juste vous avez fait une privation de sommeil, vos capacités physiques ne sont pas altérées. Par contre, ça demande plus de ressources cognitives pour t'engager dans la tâche. Donc en fait, tu compenses en engageant plus de ressources. Maintenant, pensez aux tests avec les personnes âgées. On va évaluer la fatigue chez les personnes âgées. On va faire des tests souvent faciles pour les personnes âgées. Donc, si le test il est bien plus faible que la capacité de la personne âgée, ou de la personne AVC, ou n'importe qui d'ailleurs, en fait, la personne, elle va être capable de suffisamment augmenter ses ressources cognitives et physiques engagées dans la tâche pour maintenir sa performance. Donc, le clinicien va regarder la personne, elle va lui dire, je pense que c'est dans votre tête, vous me rapportez une plainte subjective, mais objectivement, votre performance est la même. Et ça fait notamment chez les personnes âgées que la fatigue est extrêmement sous-évaluée. Cette revue, elle est super intéressante par rapport à ça. Parce qu'en fait, on est tellement focus sur l'aspect objectif qu'on oublie que la personne, elle n'a aucun intérêt à nous rapporter une plainte et elle n'a pas de plainte. Elle a autre chose à faire que d'aller chez le médecin. Bon, et ça se retrouve beaucoup dans le domaine du cognitif où en fait, on se rend compte qu'on tombe dans la fragilité et la démence. Et souvent, les gens donnent des plaintes cognitives avant. Si je ne me trompe pas, c'est plus expert que moi là-dessus. Et donc, du coup, en fait, peut-être que ces plaintes cognitives reflètent des mécanismes compensatoires qu'on n'a pas encore mis en avant. Par exemple, d'où l'intérêt de l'approche psychophile. Et ça se retrouve donc pour la performance sportive. Chez les patients AVC, ça c'est explicite. Vous voyez le titre explicite. Sur le lien entre perception d'effort et la fatigue. Là, ils mettent en avant qu'il y a un déficit corticospinal, d'excitabilité corticospinale associée à un effort plus élevé. Ça matche exactement avec le modèle que je vous ai montré, en fait, où tu es obligé de compenser le seuil d'activation des motoneurones. Et quelqu'un dans ton labo qui travaille sur la perception, sur la fatigue, perception d'effort, ça revient systématiquement, les gens vont apporter plus fatigués. Alors, oui, on est d'accord, ce n'est pas un mécanisme à chaque fois le même. C'est des raisons différentes qui font que tu perçois un effort plus élevé. Mais l'effort plus élevé reflète des altérations et des mécanismes compensatoires. Vous voyez ça comme la boîte noire, puis en fait, la physio-neuro, tu vas aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte noire. Tu travailles avec les deux. Mais si la boîte noire, elle te rapporte des informations qui sont différentes, c'est qu'il y a probablement quelque chose à l'intérieur de la boîte noire qui a changé. Donc, tu peux soit identifier les choses à l'intérieur de la boîte noire qui a changé pour te dire, OK, en lien avec les théories, je sais que ces changements physio et neuro sont liés à telle perception. Donc là, tu vas identifier la boîte noire, mais tu sais ce qu'il y a dedans. Ou sinon, tu utilises la boîte noire pour aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ça l'approche psychophysio, c'est alterner entre les deux, c'est utiliser les théories derrière les perceptions pour aller chercher, vérifier un mécanisme. Ça fait sens? La douleur. Une expérience sensorielle émotionnelle aversive typiquement causée ou ressemblant à celle causée par une blessure tissulaire ou réelle potentielle. Elle peut être induite au labo ou induite par la pathologie. Là, je vais vous montrer que des choses liées au labo. Donc, la manière la plus courante de l'investiguer, c'est lié avec des stimulations thermiques, chaleur ou froid ou électrique. En neuropsycho, si je ne me trompe pas, c'est la majeure façon d'utiliser et la façon dominante. Si on veut s'intéresser à la douleur musculaire, on va faire des injections salines pour stimuler les muscles, faire des garrots pour créer l'ischémie. C'est quand ton muscle s'allonge. Genre, je te donne un sac de course, le sac de course il est plus lourd que ce que tu pensais. Quand tu vas l'attraper, tu vas générer de la force, mais le sac étant plus fort, plus lourd que la force que tu génères, ton muscle il va s'allonger. Et ça crée des dommages musculaires, ça crée de la douleur. Donc ça, c'est des douleurs liées à l'exercice, pendant ou après l'exercice. Et ça, c'est pas la même chose non plus que la douleur naturelle qui est liée à l'exercice. Et ça, c'est très, très peu étudié en sciences du sport. C'est super intéressant. Si tu penses au patient, le patient, il n'a pas de la douleur parce que tu es en train de lui, sauf si tu fais du blood flow restriction, mais parce que tu es en train de lui coller un garrot, ou parce que tu es en train de lui faire des drop jumps, si tu fais des centres. Tu n'es pas non plus en train d'électrocuter le patient. Mais le patient, il ne va pas pouvoir revenir si ta séance que tu as fait avec lui, il a fait trop mal au jambes.
parce que ça va faire des altérations des réponses affectives. Je parle à long terme, je ne parle pas de réponse affective, je parle d'engagement. Donc en fait, c'est important de prendre ça en compte parce que les sensations, tu peux l'utiliser comme modèle théorique, mais les sensations de chaque chose sont différentes. Et chaque personne a des relations affectives avec des sensations différentes. Donc c'est intéressant de les prendre en compte. Et ça, il y a très peu de choses. Version courte, s'il y en a qui ont fait des cours de physiologie, j'imagine que oui. Lorsque la demande de l'exercice va être trop importante pour la quantité d'ATP que tu peux produire, parce que plus tu vas vite, tu as besoin d'ATP pour activer les lignes. À un moment donné, en fait, ça va être trop demandant par rapport à la capacité à utiliser de l'oxygène. Je suis plus expert que moi, si je dis des bêtises, tu me corriges. Puis à un moment donné, en fait, tu vas avoir une accumulation de protons, H+, et de phosphate inorganique, entre autres. Et ça va stimuler tes muscles, tes afférences 3-4 qui sont les nocicepteurs. C'est le sentiment de, comme si on mettait un coup de couteau dans ta cuisse, ou de picotement quand tu cours après ton bus. Mais ça, c'est de la douleur. Et ça, il y a des gens qui n'aiment pas. Donc, du coup, c'est important de s'y intéresser pour l'engagement à l'exercice. Et ça, c'est lié à une réponse normale. C'est lié à une réponse normale à l'exercice. C'est un processus normal qui n'est absolument pas dangereux par rapport à d'autres façons d'utiliser la douleur. Mais ça génère de la douleur. Donc, on sait que les signaux sensoriels sont les fibres à delta C, qu'on appelle aussi 3-4. Là, par exemple, c'est une différence entre les disciplines. En neuro et en psycho, on va plus parler de A delta C. En kin et en neuro, sur la version de proprioception, on va plus parler de 3-4. Mais c'est les mêmes, en fait. D'où l'intérêt de s'ouvrir à deux disciplines différentes pour merger la littérature. Et au niveau du traitement neuronal, surprise, il y a l'ACC qui rentre encore dedans, ainsi que les aires motrices supplémentaires. Donc, il y a vraiment un overlap, en fait, notamment au point de vue de l'aspect expérientiel. Je pense que c'est lié à ça, avec le cortex singulaire antérieur et le SMA là au milieu. Donc ça, je vous le rappelle. Brièvement, le signal sensoriel avec la théorie qu'on utilise et la copie de la commande motrice, les afférences vont aller altérer le passway de la commande motrice, donc on va illustrer avec la douleur musculaire à l'exercice. Les afférences, ce qu'ils ont fait, ils ont fait une épidurale, ils ont coupé le ressort nociceptif, donc tu pouvais continuer à utiliser tes jambes, mais tu percevais plus de sensations venant de tes jambes, ou beaucoup moins, mais pas de douleur. On sait que l'exercice physique va diminuer, va stimuler les afférences 3-4. Donc là, ils ont montré en fait qu'il n'y avait pas d'inhibition. Je vais vous expliquer, je vais vous montrer l'inhibition causée par la douleur. Et les problèmes de définition, je suis désolé si je vous embrouille. Malheureusement, ils ont coupé les afférences 3-4, mais ils n'ont pas mesuré la douleur. Et on sait que les 3-4, c'est le signal social de la douleur. Donc par défaut, ils ont plus de douleur. Mais ils n'ont pas mesuré la douleur parce qu'ils font effort égale douleur en stratifié, malheureusement. Bref, donc là, tu utilises ton muscle de manière prolongée. Tu as de la douleur qui va être générée, en plus du phénomène de fatigue qui va diminuer tes capacités de production de force. Puis tes afférences, elles vont venir se projeter au niveau spinal et supraspinal, au niveau de M1 et avant M1. Et on sait que en fait, ces projections vont avoir une valeur nette, pas que, parce qu'il y en a qui sont excitatrices, d'autres inhibitrices. On sait que cette projection liée à la douleur et la fatigue neuromusculaire va avoir un effet net inhibiteur au niveau spinal et au niveau supraspinal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, à cause de la fatigue périphérique et de l'accumulation d'H+PI, en fait, le muscle, il est moins capable de générer de la force à même stimulation électrique. Donc, il faut recruter plus de fibres musculaires pour maintenir la force. Et ici, c'est comme un péage, en fait, puis sur une autoroute, puis le péage, il était fermé jusqu'à ce que tu mettes plus d'argent. Et le plus d'argent, c'est plus de potentiel d'action qui arrive. Donc, il faut compenser en envoyant plus de potentiel d'action pour que les neurones inhibés se remettent à décharger. Donc, en fait, le mécanisme compensatoire, c'est une augmentation de l'intensité et de la magnitude de la commande motrice. Mais si, c'est très simpliste, mais ça marche. Donc, il n'y a pas besoin d'aller dans des choses plus difficiles jusque-là, puis tu peux intégrer la douleur, les réponses affectives et tout, il n'y a aucun souci. Il vient d'altérer le traitement neuronal, par exemple. Donc, pour compenser, en fait, tu vas augmenter la magnitude de ta commande motrice. Si tu l'augmentes, tu augmentes ta décharge corollaire, ta copie. Si tu augmentes ta copie, tu augmentes l'intensité de ta perception de l'effort. Ce n'est pas du 1 pour 1, la relation, on s'entend, mais ça marche. On augmente graduellement. Bien sûr, après, il y a des déterminants physio, des déterminants sociaux qui vont altérer cette relation de commande motrice et perception de l'effort. Mais ça fonctionne. Donc ça, c'est l'aspect nociceptif de la douleur. Après, il y a l'aspect cognitif de la douleur. On sait que la douleur, elle va aller capturer de l'attention. Et ça te fait mal. Et je donnais l'exemple de l'entorse, ça te fait mal, tu veux changer ta locomotion. Donc ça veut dire que tu es obligé, ta charge mentale, elle augmente. Ça veut dire que tu es obligé d'augmenter ton effort et tes ressources cognitives engagées dans la tâche pour changer ta locomotion. Ça, c'est pour l'aspect cognitif de la douleur. C'est la même chose avec la fatigue. La fatigue, elle diminue la motivation à s'engager dans une tâche, donc tu dois te mettre un plus gros coup de pied aux fesses pour le faire en présence de fatigue, parce que tu as envie de le faire, tu as la motivation.
Petite réflexion rapide. Donc là, j'ai pris deux papiers différents, puis ils essayaient de se battre entre eux, en fait. Puis en regardant, je me disais, bah non, en fait, ils sont compatibles. Pensez à la fatigue chronique, pensez aux douleurs chroniques, pensez tout ça. La douleur et la fatigue, en fait, elles pourraient tout simplement interagir avec l'effort, en fait, puis c'est une histoire à trois, regardez. C'est une proposition, c'est pas dans la littérature, mais nous, c'est l'approche qu'on prend et qu'on utilise. Quand on a de la douleur, pour faire la même tâche, ça te demande plus d'effort, tu dois compenser, ok? Lorsque tu fais un effort prolongé, rappelez-vous, la fatigue, c'est l'engagement prolongé dans une tâche. Donc, lorsque tu fais une tâche qui est trop demandante et que tu la fais suffisamment longtemps, tu vas aussi générer de la fatigue. Ça, on est tous d'accord. Tu fais 1 heure et demie à m'écouter qui parle super vite, à la fin, tu es fatigué, par exemple. Ou tu t'es désengagé et tu n'es plus fatigué, mais là, c'est parce que tu n'étais plus engagé dans la tâche et que tu as fait tes courriels. Maintenant, on sait que la fatigue, elle augmente l'effort. Okay. Mais on sait que la fatigue aussi, elle va augmenter la douleur. Ça a été montré récemment, en fait, qu'en présence de fatigue, tu vas altérer ta perception, puis tu vas augmenter ta douleur aussi. Mais du coup, si la fatigue, elle augmente la douleur, elle va aussi augmenter l'effort. Et du coup, comme ça augmente encore plus l'effort, ça te demande plus d'effort. Donc, ça te... C'est ce qu'ils ont mis, en fait. Ils ont essayé d'avoir raison, d'essayer de s'écouter, en fait. Entre guillemets. Non, mais ça, c'est juste une réflexion, en fait, là-dessus. Mais de manière tout bête, quand on y pense, quelqu'un qui souffre de lombalgie chronique dans sa vie de tous les jours, ça va lui demander plus d'efforts pour faire n'importe quoi. En fait, ça va lui demander plus d'efforts pour faire n'importe quoi à cause de son mal de dos. Ben, elle va être plus fatiguée parce que ça coûte. Comme elle va être plus fatiguée, la douleur elle va être exacerbée. Comme la douleur elle va être exacerbée, ça va demander plus d'efforts. Pensez à quelqu'un qui a une entorse. Pensez à quelqu'un qui s'est fait un croisé, qui commence à récupérer. Ça marche, en fait. Ça marche. Et souvent, en fait, les explications les plus simples ne sont pas forcément les moins bonnes. Quand tu veux rester sur une approche intégrative et globale. Mais dès que tu dois aller de toute façon dans quelque chose qui est très spécifique en psychophysio, là, tu as besoin de contextualiser, puis ça, c'est souvent moins généralisé. Ça dépend à quel point, avec ta loupe, tu veux zoomer en fait, sur le processus. Et ça, je pense, honnêtement, je pense que c'est un truc tout simple, mais qui marche. En fait. Donc, en conclusion, pourquoi tout est plus difficile lorsque nous sommes fatigués et que nous avons mal? Parce qu'en fait, les tâches, elles demandent plus d'efforts, elles sont plus coûteuses. Même si les tâches sont entre guillemets identiques, elles demandent plus de ressources, elles sont perçues comme plus complexes ou plus difficiles. On a une augmentation de notre perception d'effort causée par la fatigue et la douleur, donc sans doute besoin de diminuer l'effort pour rendre la vie plus facile. Je vous en ai déjà parlé de ça, donc je vais passer vite. Pourquoi il faut une approche psychophysio? Parce qu'en fait, la douleur, il y a un aspect perceptuel et physio avec la nociception, la fatigue pareil, l'effort pareil. Nos engagements de ressources et l'aspect physio. Donc en fait, c'est des choses où il y a une composante subjective et une composante objective. Donc si tu veux prendre l'intégralité du phénomène, c'est toujours bien de s'intéresser aux deux. Donc du coup, il faut une approche psychophysio. Je vais passer vite, on en a parlé tout à l'heure sur l'interaction entre la psychophysio. Et j'insiste pour les approches psychophysio pour générer des hypothèses, c'est vraiment cool parce que tu peux, par exemple, si tu identifies un changement de performance et des causes physio, tu vas aller utiliser ce que tu connais sur le lien entre la variable que tu as et la perception pour aller après faire une hypothèse pour tenter de falsifier ça. Puis inversement. Les hypothèses, a priori, c'est important pour les valeurs des évidences. Donc, comment faire principalement, en fait, moi j'ai un biais forcément en kinésiologie, c'est pour ça que j'ai mis une petite parenthèse en bas pour oublier personne. Mais rester, devenir ou redevenir actif, moi je suis au stade de redevenir. Vous le verrez quand vous entrerez un job et que vous commencerez dans le job, en général, vous avez moins de temps pour vous. Faites attention, protégez-vous, mais redevenir, c'est encore plus dur que d'y rester. Parce que tu as toutes les valences négatives. C'est trop difficile, ça fait mal aux jambes, etc. Et ça augmente ton effort. Et si tu restes actif, soit tu limites le déclin, soit tu maintiens, soit tu te réentraînes. Donc ça veut dire que toi, tu limites la perf, soit tu limites le déconditionnement cognitif ou physique. Et donc, tu limites la magnitude de l'effet compensatoire des ressources engagées, soit tu augmentes tes capacités. Donc dans ce cas-là, même la taille de la marche, là, on nous demande souvent de normaliser par rapport à la force. Moi, j'aime bien faire cette blague. Les personnes âgées, la marche, elle ne va pas diminuer parce qu'elles ont moins de force, elle va rester à la même hauteur. En fait. Donc, c'est aussi intéressant de s'intéresser aux valeurs objectives, aux valeurs telles qu'elles sont. Là. Si tu augmentes tes capacités, l'effort, il est relatif à tes capacités, donc ton effort, il va diminuer pour la même tâche. Tu augmentes tes capacités. Puis si tu maintiens tes performances, tu évites le déclin. Donc, tu joues sur le long terme. L'activité physique pour la douleur, donc indirectement, là je vais passer très vite, c'est un étudiant avec, sur l'université de Mathieu Roy, donc on a co-encadré un étudiant, 14 semaines d'activité physique chez des patients lombalgiques, l'effort elle est diminué par la douleur est diminuée par l'activité physique et le programme de l'entraînement en groupe.
de réentraînement, activité physique, aérobie et résistance, les deux. Et ça, c'est associé à une meilleure qualité de vie, etc. Intervention non pharmacologique pour terminer. L'effort étant lié avec le cortex cingulaire, la douleur étant liée avec le cortex cingulaire, la fatigue étant liée sur le cortex cingulaire, donc ça pourrait être cool de trouver des interventions qui vont taper dans le cortex cingulaire antérieur. La méditation et la pleine conscience. Alors, il y en a qui ont le droit de pas aimer, pas faire. Il y en a qui n'arrivent pas à le faire. Moi, je suis un peu trop hyperactif pour le faire. J'essaie de commencer à m'y mettre, mais je vais m'y mettre petit à petit. Quand j'arrive à le faire, ça me fait du bien. Pour réussir à rester calme et concentré. Ben, on sait ça, il y a des preuves qui montrent que d'un point de vue neurophysio, d'un point de vue du cerveau, ça altère le fonctionnement de l'ACC. Pour expliquer pourquoi ça contrecarre l'effet de la fatigue ou l'effet de la douleur. L'hypnose, c'est le même principe. Là, vous avez des études sur la fatigue et là, la douleur. Ouais, c'est ça, ou l'inverse, peu importe. Ça doit être la douleur, peu importe. Mais la méditation, la pleine conscience et l'hypnose a des effets positifs sur la fatigue et la douleur chez des patients, des non-patients ou des athlètes. Bien avec l'effort. Donc, voilà, c'est pour ouvrir sur les. La musique aussi, ça marche, ça va jouer avec les valeurs affectives des tâches et jouer avec la CC. Voilà, je m'excuse, j'ai. Mais pas tant que ça, j'ai fini à 55. Oui, je me Merci beaucoup, Benjamin. Franchement intéressant. Moi, plus que tu mais j'ai appris plein de choses encore aujourd'hui. C'est franchement. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? C'est la période d'échange, n'hésitez pas. Pas gêné. Carl. J'essaie d'intégrer ça. Donc, pour des gens qui ont, disons, une hyposensibilité ou une hypersensibilité, ils vont avoir un changement dans le finesse de mouvement, mais est-ce qu'ils vont avoir un changement dans la perception des mots? C'est une excellente question, je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Mais c'est une excellente question. Parce qu'il il est possible que l'hyper ou l'hyposensibilité aille découpler la relation d'interprétation de la commande. Et puis, ouais, c'est une excellente question. C'est possible. Je ne sais pas. Mais vous allez voir, quand je ne sais pas, je vais vous dire. Et quand j'ai une idée de poser je vais dire que c'est une idée en plus. Mais là, je ne sais pas. Mais je pense que j'aurais naturellement tendance à dire que un mismatch doit se créer quelque part, en fait. À voir. D'autres questions? Je me lance peut-être, Benjamin. Tu l'as abordé de façon indirecte. Puis en fait, le rôle du cortex cingulaire, c'est vraiment génial. Ce qui est en filigrane, souvent, je trouve que c'est la motivation. J'aimerais t'entendre sur le rôle de motivation. Est-ce que vous mesurez ça? Est-ce que. Je peux remettre une fois? Oui, c'est juste que les gens à distance ne le verront pas, fait qu'on va repartager l'écran. Yes. Vas-y. Le lien avec la motivation, en fait, sur les théories qu'on utilise, on utilise des théories qui sont basées sur le nom de la théorie, littéralement, et l'intensité de la motivation. Donc, on l'intègre, en fait, dans nos approches. Et la théorie de l'intensité de la motivation, donc là, c'est une version dérivée de la théorie de l'intensité de la motivation. Mais en gros, le modèle qu'on utilise, qui a été créé par Ben dans le domaine cognitif en 1989, puis qui est utilisable dans le domaine cognitif et physique, il postule que tu vas t'engager dans une tâche, l'effort que tu vas mettre dans une tâche va être dicté par ta motivation potentielle ou ta motivation à réaliser la tâche et à avoir du succès dans la tâche. Donc en fait, la théorie qu'on utilise, c'est que les gens vont. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres facteurs qui rentrent en compte, parce que ça veut dire que toute intervention qui modifie la motivation va jouer sur un des deux facteurs, et toute intervention qui modifie l'effort va jouer sur un des deux facteurs. Donc pour illustrer, nous, ce qu'on utilise, par exemple dans le domaine de l'endurance, exemple, courir à 15 km/h jusqu'à ce que tu ne puisses plus et que ça soit le point de fatigue et d'épuisement, c'est un dérivé du modèle de l'intensité de la motivation, où en fait on va prendre ta perception de l'effort, qui va augmenter au fil du temps, la durée, et ta motivation à réaliser une tâche. Donc comment on l'intègre? Si ta motivation potentielle que tu vois ici, ça va te dicter le max que tu es prêt à investir dans une tâche. Donc si par exemple, il ne fait pas beau même conditions météorologiques, même capacité physique.
Je te dis juste, on va courir 14 km/h le plus longtemps possible. Tu n'étais pas trop motivé pour le faire, ta motivation potentielle, elle est faible. Et lorsque tu vas maintenir ta vitesse, au fil du temps, tu vas te fatiguer jusqu'à ce que tu atteignes l'effort maximal que tu es prêt à investir dans la tâche et tu te désengages. Maintenant, je te dis, si tu tiens plus longtemps, je te donne 1 000 $. Comme tu es professeur à l'université, je te donne 10 000 $. Rigolez pas, parce que 10 $ pour un étudiant qui n'a pas d'argent versus 10 $ pour un professeur, ça n'a pas le même aspect motivationnel. C'est pour ça que je fais cette blague. C'est une blague. Du coup, ça va augmenter ta motivation potentielle et du coup, le max que tu es prêt à investir dans la tâche, il va augmenter. Donc, à même capacité physique, en fait, tu vas te fatiguer de la même manière, mais tu vas atteindre ton max plus tardivement et tu vas t'arrêter. Donc, ça veut dire que oui, on prend en compte la motivation. Et en fait, la motivation, elle va venir jouer sur la quantité d'efforts que tu es prêt à mettre, puis après, entre les self-efficacy, est-ce que tu te sens capable ou pas de faire la tâche, en lien avec tes capacités, ta motivation, et rentrer dedans. Et ta perception de l'effort reste la même. C'est ça? Ça, c'est une question, ça dépend de la manière dont tu vas définir le max. Ouais. Ça, c'est une question, c'est pas encore trop exploré. Ouais. Ça dépend comment tu définis le max entre ton effort le plus intense que tu as fait dans ta vie, ou là, si tu fais un exercice de, je sais pas, marcher 10 km/h, si tu as fait des Ironman, par exemple, tu vas trouver ça ridicule, alors que quelqu'un qui est sédentaire va peut-être être proche de son effort maximal. Donc là, ça dépend de comment tu ancrages. Et ça, c'est de la psycho. Sauf que comme on l'a vu avant, derrière la perception d'effort, il y a de la physio. Donc tu peux y avoir une théorie de psycho qui explique le comportement, l'engagement dans les tâches, mais que des variables physiologiques l'altèrent. Par exemple, si tu es en hypoxie, tu as moins d'oxygène dans l'air, tu as moins d'oxygène qui arrive à tes muscles, donc à même capacité physique, tu vas te fatiguer plus rapidement. Donc tu vas t'arrêter plus tôt. Si vous prenez Red Bull donne des ailes, c'est vrai, je ne travaille pas pour Red Bull, c'est un neurostimulant, la caféine va diminuer l'excitabilité, va augmenter l'excitabilité. Du coup, tu as besoin de ta commande motrice, tu te fatigues moins vite. Donc, du coup, tu vas plus longtemps. Donc, Très intéressant. voilà. Et là, moi, je me dis, c'est intéressant de regarder les liens entre le système dopaminergique, comme Ben et tout ça, et la. Ça serait ultra intéressant. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Pas gêné, je vois le temps qui file, on a déjà passé, mais oui. En lien avec ça, mais on remarque souvent que les gens qui ont des douleurs chroniques ont plus tendance à, au niveau de la médication, à avoir des médicaments pour la douleur, mais aussi des médicaments pour l'anxiété et la dépression. Est-ce que ça pourrait être lié à la fatigue? Tu sais, tantôt, vous avez montré comme plus de douleur, plus d'effort, plus de fatigue, plus de douleur. Est-ce que ça peut. C'est des symptômes de fatigue, de dépression? Je vais essayer de limiter la quantité de bêtises dans ma réponse, que ce n'est pas mon expertise première de pharmaco, etc. Et si tu prends à mon avis, tu vas aller, que ce soit les anxiolytiques ou que ce soit les médicaments contenus là-dedans, tu vas aller jouer, à mon avis, avec la libération de neurotransmetteurs qui vont aller interagir avec la motivation. Et si tu recrées des états motivationnels, par exemple, ben, tu vas changer l'effort que tu es prêt à investir dans la tâche, ou tu peux augmenter le sentiment de fatigue ou des choses comme ça. Tu vas être plus expert que moi là-dedans, je pense. Des bêtises. Donc, ma question est plus dans le sens, est-ce qu'on pourrait éviter de donner des médicaments pour la dépression? Est-ce que la dépression est diagnostiquée, pas faussement, mais par rapport à la fatigue, plus arrive avec. le bon état de santé mentale, tu as besoin de médicaments. Ça peut être le cas et c'est indébattable. Par contre, pour plein d'états dépressifs et anxiogènes, il y a énormément d'études, énormément, je pourrais montrer des références qui le démontrent, qui montrent que dans beaucoup de cas, en fait, l'activité physique a le même effet que les médicaments. Sauf quand, sur ça, que ce soit très clair, je ne dis pas qu'il ne faut pas médicamenter les gens, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Il y a des pathologies où tu as besoin. Par contre, il y a plein d'études qui montrent que dans le cadre de la santé mentale, l'activité physique est le meilleur. C'est la première intervention qu'on demande de faire aux gens pour ces raisons-là, parce qu'en fait, tu vas aller jouer avec les systèmes motivationnels, etc. Donc, oui. Et on va rentrer dans les débats, mais ça rapporte moins d'argent de faire que les gens font de l'activité physique versus achètent des médicaments. Ça rapporte aussi moins d'argent à l'État à court terme. Les gens se font élire à court terme. L'activité physique pour améliorer la prévention, etc., il y a un rapport qui a été fait. C'était très intéressant il y a quelques mois. Ça ne vient pas de chercheurs en sciences du sport, c'est une firme indépendante de McKinsey. De mémoire, c'était pour chaque dollar investi, il y a un retour de 3,5 $ dessus. Mais ça, ce n'est pas à court terme que tu le reçois. Donc, c'est dur de mettre en place des politiques de changement de comportement, déjà de 1. Et de 2, l'effet à court terme, si tu veux imposer ça et le mettre en place,
ça qui va faire réagir les gens à court terme. Donc le système, il n'est pas propice à faire de plus en plus d'activités physiques, malheureusement. Ça va être trop effectif. Pas du tout. Ça nous laisse avec un beau message. Soyez actifs, faites l'exercice. Hein, voilà. Merci beaucoup pour votre temps et attention.